Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! Bienvenue dans la météo de l'emploi. Votre emploi... allez, c'est reparti mais pour une deuxième fois. Bienvenue dans la météo de l'emploi, votre bulletin décalé sur les jobs tech dans le Nord. 2025 démarre et la météo n'est pas au beau fixe. Un vent glacé souffle sur les posts LinkedIn, entre projets qui s'arrêtent ou entreprises qui ferment, sous couvert de la positivité malaisante comme seul LinkedIn peut nous en montrer. Mais peut-être que derrière ce brouillard de mauvaises nouvelles se cache un marché un peu plus subtil que ça. Et pour nous aider à y voir plus clair, je reçois Damien Cavaillès, le fondateur de We Love Dev. Salut Damien, merci d'être là. Comment tu vas ? Ça va bien. Bon, est-ce que tu peux déjà nous présenter qui tu es ? Tu as fait plein de podcasts, beaucoup plus que moi, les gens te connaissent sûrement, mais au cas où. Moi, c'est Damien. Du coup, j'ai fondé We Love Devs il y a maintenant 8 ans. Donc, je suis toujours le dirigeant aujourd'hui. Effectivement, du coup, je m'intéresse pas que à l'emploi, je m'intéresse au parcours de carrière, au métier de l'informatique dans l'ensemble. Et donc, welovedevs.com, c'est le principal site d'emploi aujourd'hui en France sur les métiers d'informatique, avec 300 000 visiteurs par mois. Ok, ton réseau, c'est les boîtes du Nord, mais pas que. Vous travaillez partout en France maintenant. Ouais, alors historiquement, ma clientèle principale, ça reste les ESN. En même temps, c'est le plus gros employeur, enfin, c'est les plus gros employeurs dans la tech de manière générale. C'est eux qui recrutent les juniors, etc. Donc, historiquement, j'ai toujours eu beaucoup de ESN dans ma clientèle. Après, depuis 2 ans maintenant, on va faire du cabinet de recrutement, ce qui nous permet d'adresser des clients finaux un peu plus directement. Et les grands comptes, on va discuter, enfin les clients, les grands comptes finaux en tout cas, on va beaucoup travailler avec eux sur la partie marque employeur plutôt. Donc on va faire du média avec eux, ils prennent la parole sur notre page LinkedIn, on fait des articles. Récemment, j'ai travaillé sur des articles pour SNCF Connect. Ça devrait paraître bientôt sur le blog. Ok. Mais en fait, moi, je voulais lancer cette série d'épisodes parce qu'on entend plein de choses sur les jobs en ce moment. Il y a eu plein de modes aussi dans les emplois. Dans les années 2017, c'était... Ouais. Tu quittais ton job pour aller dans une autre entreprise, une scale-up hyper bien payée. C'était hyper cool. Il y a eu aussi un moment où il fallait absolument quitter son job pour être indep. Ouais. Et aujourd'hui, on est encore à un autre tournant où le marché est un petit peu plus tendu. Ouais. Je voulais qu'on parle vraiment de chiffres, connaître la réalité, parce que moi, j'ai mon prisme d'employeur dans une petite boîte. Et est-ce que vraiment le marché est si tendu que ça ? Est-ce que demain, si je démissionne, je retrouve un job hyper facilement ? Tout ça, c'est un petit peu flou. Donc, on va en faire le tour. Il y a eu quelques news dans les boîtes du coin. Il y a eu, dernièrement, on a entendu Teammate, donc il y a une ESN, une ESN, qui faisait du service, qui a fermé. Petite agence, une grosse petite agence. Grosse petite agence historique de Ratec, quand même. Ouais. Alors, j'ai pensé en lisant le script. En fait, l'agence historique à Ratec, c'est NeoWeb. C'est une agence web. Et ils existent encore. C'est la plus vieille boîte de Ratec. Ah ouais ? À être encore dans les murs, c'est la plus vieille boîte de Ratec, NeoWeb. Ok. Mais ils sont pas non plus... Enfin, ils sont beaucoup plus petits, pour le coup. Et c'est compliqué, mais Teammate, il faisait pas mal de forfaits, il me semble. Donc, ils étaient sur un marché aussi du forfait. C'est plus compliqué. Ouais. Et là, en l'occurrence, ça a marché. Mais ça a fermé. Mais c'est un peu symptomatique d'une morosité à Euratech où il n'y a pas beaucoup de nouvelles boîtes. Il n'y a pas plein de confs ou plein d'événements en permanence. Qu'est-ce qui se passe, toi, du côté d'Euratech t'es aussi à Euratech. Ouais. Comment tu vis ta vie à Euratech, toi, en ce moment ? C'est sûr que sur Euratech, il y a des grands plateaux de libre en ce moment. Je pense que ça a commencé il y a 2 ou 3 ans à avoir des plateaux où il y a... il faut appeler le liquidateur pour voir s'il peut libérer le plateau pour le récupérer, quoi. Donc en vrai, le truc est pas là depuis... le truc est là depuis plus de 2-3 ans, je pense, vraiment. Et effectivement, il reste quelques rares boîtes de plus de 20 salariés à Euratech. Mais sinon, les autres ont disparu. Et une boîte de 25 salariés à Euratech est encore là, c'est chouette.
post-Covid, en fait. Après le Covid, ça n'a pas repris une activité et un dynamisme de fou. Alors si, après le Covid, il y a eu le Zoom Boom, où vraiment ça a repris une activité de fou, parce que plein de boîtes digitalisées achetaient des logiciels dans tous les sens, et nous, à l'époque là, on a doublé notre chiffre d'affaires aussi. Post-Covid, ça c'était cool. C'est début 2023 où clairement les boîtes annoncent qu'elles ont du mal à lever, et où dans mes clients, moi c'est Doctolib et Klaxoon par exemple, qui font glisser leur plan de recrutement et doucement, tu vois, jusqu'à les annuler. Pourtant, Doctolib, qui a été un gros acteur de l'embauche pendant une période, ils avaient débauché plein de gens assez connus de la scène française pour grossir leurs équipes post-Covid ou pendant le Covid, avec en fait, tout ce qui s'est passé chez eux, quoi. Le Next 40 a eu beaucoup de rotation, et tu as des boîtes où en fait finalement ils ont eu le Zoom Boom, ils ont pu ils avaient levé des fonds et ils ont pu rentrer sur plein d'entreprises. Je pense à Payfit par exemple, où ils ont pu développer leur clientèle, mais en fait se rendre compte que une fois que le marché devient dur, en fait, la solution n'est pas si incroyable que ça. Il y a beaucoup de clients qui ne changeront pas, même si la solution est mieux. Et du coup, ces entreprises-là, quand elles sont obligées de réduire leurs charges, en fait, elles virent les devs, parce que tu as besoin juste de commerciaux pour vendre, et encore, tu n'as peut-être pas besoin de tous les commerciaux, et tu n'as plus besoin de R&D. Donc les devs, c'est des charges fixes. Et effectivement, ces entreprises-là, discrètement, ont fait beaucoup de ruptures conventionnelles collectives ou de petits PSE, quoi. Alors peut-être qu'on peut en parler tout de suite. Tu dis on vire les devs. Moi, j'avais cru comprendre, on vire aussi en priorité peut-être le middle management, les engineering managers ou ce genre de choses qui sont peut-être moins productifs et qui génèrent quand même des charges fixes. C'est quoi ta vision aujourd'hui? Qu'est-ce qui embauche encore comme type de profil dans une grande entreprise comme Doctolib ou ce genre de choses? Alors le haut du marché, effectivement, il est très tendu en ce moment. C'est-à-dire que moi, mon expérience, c'est plus que on a demandé au manager de virer la moitié de son équipe, et il a dit bon bah moi je sors si c'est pour faire ça. Ou alors on a demandé au CTO de coder et de faire des features, et le CTO il a dit non mais en fait je suis pas là pour ça non plus, et donc ils sont sortis tout seuls. C'est plus dans le sens là. Okay. T'as des équipes où il reste plus qu'un directeur d'engineering pour une personne, donc lui il attend qu'on le replace ailleurs, ou il attend que le manager d'à côté démissionne, tu vois. Donc c'est plus dans ce ordre-là que ça s'est fait. Mais effectivement, il y a beaucoup d'indicateurs qui disent 20% de postes en moins dans le management IT, et tout ce qui est conseil, enfin en gros tous ceux qui sont pas productifs, c'est le même sujet. Il y a moins d'équipes à accompagner, moins d'équipes qui ont besoin de monter en compétence sur le craft, etc. Donc ces postes-là, effectivement, a priori, il y en a 20% qui auraient disparu en 2024. C'est le chiffre qui circule beaucoup. Mais en général en France, hein, c'est pas que dans le Nord. Le Nord, c'est encore pire en fait. Si on prend les boîtes du Nord, du Nord, une des grosses boîtes qui a embauché, par exemple, il y a l'an dernier, où on voyait sur tous les job boards, c'était Decathlon. Ouais. Decathlon, à la fin de l'année, ils font leur petit bilan annuel. Et j'ai cru comprendre enfin, on voyait dans les journaux, il y a eu la crise du milliard de sorties pour les actionnaires de Decathlon. Il y a eu des grèves des gens de magasins dans Decathlon, donc il n'y avait pas une ambiance de fou. Et ils avaient aussi pas mal de projets, d'indep, de prestataires. Et j'ai entendu des projets qui s'arrêtaient chez Decathlon. Donc, Decathlon est pour le coup pas le pire sur la région. Decathlon, déjà, ils ont encore des bons intéressements, alors qu'il y a beaucoup de leurs concurrents en termes d'emploi qui ont pas d'intéressement depuis 2 ans. Donc Decathlon, là-dessus, s'en sort plutôt... Enfin, en fait, s'ils ont l'intéressement et ils peuvent dégager des dividendes comme ça, c'est parce qu'ils ont été très précautionneux dans leurs investissements. Leur budget, ils étaient déjà pas aberrants. Et donc aujourd'hui, ils ont juste gelé les budgets. Il y a un nouveau CTO qui vient d'arriver et qui a l'air super chouette aussi. Donc ils sont dans une période de gel des budgets. S'il y a un prestat qui sort, on ne le remplace pas forcément. Et je pense qu'ils s'attendent à effectivement avoir un gros life cycle sur les applications et les budgets, et avoir une grosse restructuration dans les 6-12 mois, quoi. Ok, mais si demain il y a quelqu'un qui arrive avec une idée géniale dans les équipes de Decathlon, ils vont peut-être relancer des projets, et c'est pas impossible parce que c'est pas la cata chez eux, quoi. Je sais pas. Bah, je leur souhaite. Mais clairement, cette ambiance-là qu'il pouvait y avoir il y a 3-4 ans, où on peut porter des projets, etc., en interne, l'intrapreneuriat, chez les retailers, en fait, depuis le Covid, chez les retailers, c'est un peu passé, parce que le Covid, ça s'est enchaîné après avec la crise du canal de Suez, l'Evergreen. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine et les pénuries de moutarde. Et en fait, là, concrètement, le retail, c'est le secteur qui est le plus impacté par les aléas macroéconomiques, et c'est vraiment un des plus mauvais secteurs dans lequel travailler dans l'informatique sur les 3 dernières années.
Ok. Leroy Merlin, ADO, C'est-à-dire qu'il y a 3 secteurs qui sont très mauvais. C'est le retail, le bâtiment. tout ce qui est bâtiment, habitat, construction, et le troisième, c'est la restauration. Voilà, donc fallait pas être sur un des 3 secteurs-là. Si tu fais retail plus bâtiment, mauvais plan. Ok. Retail plus restauration, mauvais plan. Mais si t'es développeur, ça reste un des socles de la région, quoi. Et t'as quand même une chance de trouver un projet qui voudra bien de toi dans une de ces boîtes encore à l'heure actuelle. Juste, c'est un peu plus tendu qu'il y a 3 ans, quoi. Oui, et encore, faut considérer que les ESN dans la région, vu qu'il y a eu sur la vague Covid et la vague d'après, il y a eu des vagues d'internalisation, voire des vagues de fin de prestation, tu vois, sur des diminutions de budget sur la prestation externalisée. Les ESN sont blindés d'intercontrats. Donc concrètement, si Decathlon ou autre veut demain augmenter ses budgets, les ESN ont plein de gens d'intercontrat à leur fournir. Pour pas cher. Pour pas cher, des gens qui ont 5 ans d'expérience, qui sont sur le banc et où le TJM sera pas énorme. Auchan, par contre, on n'en parle pas. Auchan, il y a un PSE qui est public depuis le 3e trimestre de l'an dernier. Auchan fait partie des 3 PSE et ils sont... En fait, il faut comprendre le modèle d'hypermarché qui est le même chez Decathlon ou chez Leroy Merlin, c'est celui qui a le plus de charges. C'est eux qui payent le plus de surface, de loyer, etc. Même s'ils sont propriétaires des murs, ça coûte quand même des sous. C'est eux qui ont les charges fixes les plus élevées. Donc quand les ventes baissent de 10 à 20%, ceux qui ont plus de flexibilité sur leurs charges, ils peuvent garder de la rentabilité. Eux, ils peuvent pas y perdre de l'argent, quoi. Donc ils sont obligés de découper les surfaces, ils sont obligés de découper les effectifs, de réduire les charges fixes au maximum. Est-ce que tu as quand même des bonnes nouvelles dans tout ça? Ouais, en vrai, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, vu que tu vois, les équipes avant, t'avais facilement t'avais 2 internes un peu seniors et t'avais facilement 6-8 prestats qui faisaient du Java à côté. Bon, ces 6-8 prestats sont plus là. T'aimes pas le Java? Non, je peux la faire avec le PHP, ça marche pareil. Ce que je veux dire, c'est que l'assistance technique à foison, comme il pouvait y avoir avant, où le client il accepte de prendre des juniors et de les former, et le SN fait que passe plat, quoi. Ça, effectivement, ça n'existe plus depuis 2023, quoi. Donc, tu as observé, toi, ce que tu es en train de dire, une transformation des ESN où elles ont des plans de formation en interne obligatoires pour occuper toutes leurs intercos et vraiment faire monter en compétences, expertise, tout ça. C'est l'idée pour toi? En 2023, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que des ESN qui avaient moins de 400 collabs, elles pouvaient encore recruter pour essayer de... en gros, du coup, ils faisaient que du recrutement sur mission. Parce que s'ils font un placement, ils recrutent une personne pour la placer, ça diminue leur taux d'intercontrat. Okay. Par contre, les plus grosses ESN, elles ont dû faire des ruptures conventionnelles collectives. Imagine, tu es, nommons pas une ESN de 100 000 personnes en France, tu peux pas recruter pour diluer ton taux d'intercontrat quand il est à 25%, quoi. Tu es obligé de libérer de la masse salariale pour faire de la place et recruter les gens qui sont plus pertinents. Et donc oui, effectivement, tu avais déjà eu le cas pendant le Covid, il y avait 2 centres de services sur COBOL AS400 qui avaient été fermés parce que le client bancaire, il voulait plus avoir ces centres de services-là. C'est les gens qui étaient au chômage il y a 2 ans qui retournent au chômage dans la foulée. Effectivement, c'est déplorable. Mais alors, ce que je vois moi aujourd'hui en 2024, c'est que les ESN de petite taille sont souvent second rang sur les ESN de grosse taille. Et du coup, comme l'ESN de grande taille, elle a encore plein d'intercontrats, elle ne redescend pas les besoins sur les ESN de second rang qui, elles, du coup, sont en train de faire des plans de licenciement parce que ils ont peut-être recruté 12 personnes cette année, mais ils en ont viré 12 aussi, tu vois, sur une équipe de 50 ou de 70. Alors, sujet sensible. C'est quoi ton avis, toi, sur le remote? Parce que c'est pareil, Covid, on s'est vu tous développeurs et développeuses, c'est génial. Ouais. On peut acheter une maison à 50 km et c'est pas grave, on fera du remote, on trouvera toujours du travail comme ça et ça sera facile. On a l'impression que maintenant la norme devient le travail hybride. Ouais. On te demande de venir 2-3 jours par semaine au bureau. C'est quoi Qu'est-ce que tu vois, toi, sur le job board et dans les annonces? Qu'est-ce qui est demandé? J'ai écrit une vidéo sur le sujet hier, donc j'ai les chiffres très précis en tête. Il y a 1400, un peu plus de 1400 annonces sur Wheel of Dev, il y en a 68 en full remote. Donc je te confirme, c'est vraiment fini, le full remote. Parce qu'il fut une époque où c'était vraiment quasiment un tiers des postes qui étaient en full remote sur Wheel of Devs, et on avait 800 ou 900 annonces à ce moment-là. Donc vraiment, aujourd'hui, le full remote, c'est fini. Moi, j'ai recruté en tant que cabinet de recrutement sur des postes en full remote cette année pour des clients qui n'ont pas trop de soucis de salaire. Et ce que je constate, c'est que c'est pas beaucoup plus facile de recruter en full remote que de recruter en hybride.
dans la mesure où déjà, les gens qui ont vraiment fait des carrières full remote, c'est souvent la cinquième roue du carrosse. C'est pas les gens qui ont eu des positions où ils ont eu des leaderships d'opinion, c'était souvent la personne qui n'était pas dans la pièce quand les décisions étaient prises. Même en tant que contributeur individuel, des experts dans leur domaine. Ouais, mais du coup, c'est des IC qui vont avoir fait beaucoup de tickets, ils vont pas avoir pris, ils vont pas t'expliquer pourquoi on a pris telle décision, etc. Et quand tu veux quelqu'un qui soit même un dev back-end, qui soit à un bon niveau d'expérience, t'as envie d'avoir quelqu'un qui s'est impliqué dans la décision d'architecture et de conception, tu vois. T'avais des candidats qui étaient en full remote que j'ai pu approcher, qui me disent moi j'ai plus vraiment envie de faire du full remote parce que j'ai pas envie d'être la cinquième roue du carrosse, donc j'ai envie d'avoir accès aux opportunités, j'ai envie d'aller au siège de temps en temps pour pouvoir faire alors mon opinion. On cherche de l'hybride. Les gens qui comptent dans les décisions, c'est eux qui ont les promotions, c'est eux qui ont les augmentations. Et être en full remote te rend indispensable dans les processus de décision. Et factuellement, il y a eu une vague de déménagement il y a quelques années, de plein de gens, tu vois. Moi, j'ai des collègues de mon équipe, ils sont très contents, mais ils sont partis en Normandie, ils sont partis... Ouais. Et nous, ça roule, on est organisé comme ça me pose pas de problème, j'ai pas l'impression que ça change notre vie. Ouais, du coup, il faut pas que je change de poste, honnêtement. Non, mais les salaires ont baissé, du coup. Là, tu vois, par exemple, c'était le poste sur lequel j'ai bossé, c'était 50 à 70K. Par exemple, la personne qui a été recrutée sur le poste, elle avait, avant, elle bossait pour PeopleDoc, qui a revendu à un concurrent américain, qui a dit j'ai le même logiciel, donc j'ai pas l'intérêt de garder ni le logiciel, ni les équipes qui travaillent dessus. Donc, ils ont fait un PSE, ils ont viré tous les devs de PeopleDoc, alors que c'était une boîte valorisée à 400 millions d'euros, etc. C'était une des licornes françaises. Oui, il était parti à Vichy avec un salaire parisien. C'est sûr qu'il ne va pas retrouver un salaire parisien depuis Vichy maintenant. Donc, son salaire, il baisse, quoi. Les salaires ont baissé. Le full remote, c'est... Attends, les salaires ont baissé. Si tu étais à 70K, tu vas peut-être retrouver un job à 65. Ça va, on mange encore, tu vois. Oui, ok. Cela dit, ça dépend pour qui, tu vois, parce que peut-être que le différentiel entre l'expertise et le junior est plus important. Ouais. Peut-être que tu trouvais des jobs juniors hyper bien payés aujourd'hui, et peut-être que maintenant, c'est beaucoup plus difficile, à la fois dans la recherche et à la fois dans le salaire. Il n'y a pas de job en dessous de 5 ans d'expérience. Aujourd'hui, un junior, c'est 4 ans d'expérience. Moi, c'est ça qui m'a rendu fou. Il y a des endroits sur Wheel of Death où on dit senior à partir de 5 ans, tu vois. Mais en 2 ans, ça a changé. Aujourd'hui, t'as 5 ans d'expérience, t'es peut-être encore junior. Et les médiors, c'est à partir de 5 ans, et les seniors, c'est du 10 ans, quoi. Donc, non, le marché, là, il s'est vraiment fermé. En fait, pour ça, alors, il y a je peux l'expliquer super simplement. Moi, quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi, c'était 2013, toi, j'imagine, c'est 2010, t'es pas beaucoup plus vieux que moi? 2007. 2007, ah si, quand même, t'es plus vieux que moi. Ouais. 2007, moi, j'étais en terminale quand même, moi. Ça va. Oui. Mais voilà, quand je suis arrivé en 2013, mais c'était pareil quand t'étais en 2007, c'était le même ordre de grandeur. 2007 est quand même arrivé juste avant la crise financière de 2008. C'était quand même pas très drôle comme époque, mais t'as quand même connu un bear market à l'époque, du coup. T'es assez vieux pour te rappeler de ça, je ne sais pas. Mais du coup, le nombre de personnes qui étaient recrutées, c'était 6000 par an à l'époque. 6000 juniors par an, qui venaient à moitié de l'université et des filières technologiques, des millages, etc. en 2013, et des écoles d'ingénieurs pour le reste. Et les ESN, à l'époque, elles disaient qu'on devrait former plus d'ingénieurs. Je sais pas si ce discours te paraît familier. Oui, non, mais j'ai entendu que ça, ouais. Et en 2018, quand c'était un peu le moment où moi j'ai levé des fonds sur Wheel of Death, c'était 39 000 créations d'emplois net pour le Syntec numérique, hein, donc juste pour la partie ESN. On avait 3 fois doublé ce chiffre-là, mais en fait, c'était pas pérennisable comme chiffre. Il y avait beaucoup de retard de postes qui s'accumulaient. Les entreprises, à l'époque, elles rataient des opportunités de chiffre d'affaires parce qu'elles ne recrutaient pas pour les placer, tu vois. Donc, il y avait cette tension sur le marché qui faisait qu'on pouvait rattraper ce retard-là. Sauf que pour faire 39 000, 40 000 créations de postes, on a créé plein de formations, de bootcamps, etc., dans tous les sens. Tout Pôle emploi s'est mis à rediriger les gens qui avaient les smartphones dans les mains vers le numérique. On a envoyé plein de touristes, finalement, vers Wheel of Death, vers le numérique, en disant ça, au moins ça recrute. Ce qui se passait, c'est qu'en 2020, on a fait un vrai stop. En 2020, tous les gens qui cherchaient du travail, ils n'ont pas trouvé. En 2020, toutes les périodes d'essai, elles ont été rompues. Toutes les embauches, elles ont été gelées pendant 6 mois. Donc, tu avais peut-être 100, 200, 300 000 personnes qui étaient en formation pour rester à ce niveau-là de 35 000 recrutements. Et on en a fait 2-3 000, tu vois, dans 6.0 en création nette. Et en fait, la filière initiale, celle qui fait les ingénieurs et les masters, elle fait toujours aujourd'hui 3, 4, 5, 6 000 personnes par an, tu vois. Et elle suffit à soutenir le poste de junior. Et cette rafale, tu vois, cette cohorte géante qui est rentrée en 2018, aujourd'hui, ils ont 5 ans d'expérience, tu vois.
Et du coup, ben, voilà, en 2018, ils se battaient déjà pour les jobs, et en 2018, ils se battent pour les jobs avec 5 ans d'expérience. Mais parce que là, tu parles des formations classiques, entre guillemets. Pôle emploi a réorienté énormément de monde. Les formations classiques, elles font 5 à 6 000 personnes par an. Ouais, ok. Pour arriver à 39 000, il faut rajouter 34 000 de reconversion. Et combien il y a de reconversions par an aujourd'hui, tu sais? Ah ben, c'est anecdotique. Hein. C'est combien on en forme? Ouais, combien on en forme et combien se retrouve sur le marché du travail? Ça, c'est fascinant parce que tu vois, ben, en 2019, l'OPCO, il a dépensé environ 4 millions d'euros pour financer les POC, les formations collectives, tu vois. Et derrière, ça s'est refinancé à 70% par France Travail, etc. Quand c'est l'OPCO, c'est l'argent des entreprises. Hein. C'est nos cotisations dans les entreprises qui sont utilisées pour former ces gens-là. Et en gros, une formation, ça coûte 12 000 euros par personne qui sont formées, 16 000 euros. Là, c'est les entreprises qui payent. Tu vois. Quand on recrute un ingénieur ou on recrute une personne qui a fait un master, les entreprises n'ont rien payé. Hein. C'est tout l'État ou la personne qui a payé sa formation. C'est gratuit de recruter un ingénieur, mais ça coûte quelque chose de recruter quelqu'un en reconversion aux entreprises. Et donc en 2020, on a dit à l'OPCO, nous en tant qu'entreprise, cette année, on va rien recruter, il faut arrêter de financer. Sauf que c'était l'année électorale, et donc Xavier Bertrand, lui, avec le Front régional, il a tout compensé. Il y a eu autant de formations, elles étaient juste toutes payées par la région au lieu d'être payées par l'OPCO. Et donc en fait, Pôle emploi peuvent continuer à envoyer des gens en formation, parce que n'importe quel acteur public, etc., a envie de faire baisser les chiffres du chômage. Et ils n'ont pas d'autres secteurs plus intéressants que l'informatique sur lesquels former des gens. Et former des gens, ça réduira toujours le nombre de chômeurs, un peu statistiquement. Mais là, le taux de chômage, il va remonter en sens inverse parce que c'était une politique assez court-termiste et qui ne marchait pas forcément, quoi. Ok, donc on a formé énormément de gens dans le vent pour toi. Si là, on vient de finir sa reconversion, qu'est-ce que tu conseilles quand même pour ces personnes-là, à part bombarder, être le plus volontaire possible, conférence, serrer des mains, tout ce que tu veux? Faut pas chercher à faire dev, en tout cas. Vaut mieux chercher à faire un métier data analyst, business analyst. La cyber, ça recrute. Si tu veux vraiment bosser dans l'informatique, la cyber, c'est énormément de gouvernance et de compliance, etc. Il n'y a pas de compétences incroyables, genre tout le monde n'est pas hacker, etc. dans ce domaine-là. Donc la cyber, ça recrute beaucoup. Le cloud et l'infra, ça recrute aussi. Ça, c'est les métiers du numérique qui vont recruter, mais en fait, il ne faut pas se focus, même si tu as fait une reconversion, tu as appris à coder. On n'a pas besoin de gens qui savent coder en ce moment. Donc si tu veux rester dans le numérique, le digital marketing, faire de l'ERP par exemple. Il y a plein de métiers super intéressants, mais le dev, c'est plus la voie royale pour accéder à l'informatique depuis 2020. Parce que tu as une formation de... On va pas se mentir, tu prends le wagon et compagnie. Ouais. Bah, s'ils te forment, c'est à faire du web avant tout, quoi. Ils vont te former à React, ils vont te former... Mais en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que, tu vois, entre 2013 et 2018, avec la grande école du numérique, ces choses-là, la grande école du numérique qui a fermé récemment, on a réussi à faire comprendre aux clients qu'on n'a pas besoin d'un diplôme d'ingénieur pour faire un site web en Ruby, tu vois. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des ingénieurs dans les équipes et ils utilisent Cursor, ils utilisent Windsurf, ils utilisent GitHub Copilot et ils n'ont plus besoin d'ingénieurs pour faire le Ruby, en fait. Et donc, la réalité, elle est là. C'est vraiment l'IA à remplacer les juniors. On n'a plus besoin, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, une équipe de 10 personnes avec 6 ou 8 juniors. On n'a plus besoin de ça. On a besoin de 3, 4, 5 personnes qui connaissent bien toute la stack, qui savent concevoir, faire l'architecture et qui vont utiliser des outils pour augmenter la productivité. Ok. Tout à l'heure, je mettrai aussi un petit post en description. On connaît quelqu'un qui s'appelle Priscilla Hameux et qui raconte un petit peu son parcours de reconversion et qui juste ne trouvait pas de boulot et a dû retrouver un job de chargé clientèle standard comme elle faisait avant parce que et ça la rend à la fois triste et bon, elle essaye d'y mettre le plus de motivation possible dans son nouveau job, quoi. Mais c'est vrai que quand tu t'investis du temps à essayer de te former, à faire un nouveau métier et que ça aboutit sur mais juste rien, bah, moralement, il faut être capable d'en l'encaisser, quoi. Mais je pense, tu vois, que c'est ça, en fait, le sujet, si tu veux, c'est qu'on a l'impression que la crise, elle est là maintenant, mais en vrai, la crise, elle est là depuis 3 à 5 ans. Tu vois, le fait que le marché soit bouché pour les juniors, on en parle depuis le Covid, en fait. C'était sous perfusion avant, en fait. Parce avant, on a rattrapé du retard. Okay. Et on a fait monter à l'échelle, on a su recruter parce qu'on avait du retard, mais on n'avait pas tellement de retard que ça. Et derrière, en fait, le marché, il est tout de suite rentré dans un marché qui était dur. Et il était plus si attractif que ça. Il n'y a peut-être même pas 5 à 6 000 créations d'emplois nets par an pour les juniors aujourd'hui, tu vois. Il y a peut-être même moins qu'avant. L'alternance, on peut peut-être en toucher 2 mots. Il y a eu quand même pas mal de cycles d'ingénieurs qui se sont transformés pour proposer l'alternance de façon classique.
Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu les vois galérer en entreprise ou En fait, l'alternance, c'est pas magique. C'est pas parce que tu as une alternance que tu auras un CDI après. Déjà, faut se le mettre dans la tête. C'est dur de trouver une alternance. Tu as eu la chance de trouver une alternance. Aujourd'hui, que tu sois en alternance maintenant ou que tu aies 5 ans d'expérience, faut vraiment pas s'appuyer sur tes acquis. Les entretiens techniques, ils vont être durs. On va savoir vérifier si tu es compétent ou pas. On va vérifier tes connaissances techniques en entretien et on va pas recruter. Et il y aura une personne sur 10 qui aura le job qu'elle voudra. Et ce sera la personne qui sera solide techniquement et qui. Et surtout, tu vois, si par exemple, avant, par exemple, tu pouvais devenir le meilleur sur React et ça suffisait pour trouver du travail, tu vois. Aujourd'hui, non, il faut gérer toute la stack. Genre, si tu gères que React et que dans la stack, on avait besoin qu'il y ait une gestion de Nest en plus, ça suffira pas. On passera pas on dira, ben non, en fait, aujourd'hui, on fait du Terraform dans la boîte et on veut quelqu'un qui gère Terraform. Et les boîtes, elles ont le loisir de trouver quelqu'un qui gère React jusqu'à Terraform, tu vois. et que tu sois bon humainement aussi? Alors ça c'est marrant. Moi, j'aimerais bien te dire que oui. Il y a des soft skills. Il y a des soft skills qui sont appréciés. Une bonne communication, savoir utiliser ton réseau professionnel, ça fait la différence toujours. Ils sont quand même très mal évalués ces skills-là, ouais. Et tu vas dire que c'est mal évalué, c'est ça que tu dis que... C'est mal évalué, ouais. Ok, parce que les gens essayent d'évaluer, mais c'est mal évalué. Ouais, parce qu'en fait, même... tu vois, dans certaines boîtes, par exemple, savoir naviguer dans l'organisation, comprendre comment les décisions sont prises en interne, tu vois, la politique, tu vois. Dans certaines boîtes, c'est un vrai skill qu'il faut avoir. Mais ceux qui sont à l'intérieur et qui arrivent, ils se rendent pas compte que c'est une compétence qu'ils utilisent tous les jours, tu vois. Ils ont du mal, du coup, à écrire sur le papier que ça, c'est un prérequis qui est nécessaire. Ils vont dire, il y a un problème de savoir-être avec cette personne, tu vois, ce qui est un peu différent, tu vois. Cette personne-là, elle n'a pas les bons réflexes communicationnels, elle n'a pas les bonnes compétences relationnelles pour nous. Ils sont pas capables d'expliquer ce qu'ils ont besoin eux en interne parce qu'il y a un peu un darwinisme, c'est-à-dire que tous ceux qui restent en interne, c'est ceux qui les ont. Donc c'est compliqué de d'écrire ce qu'ils recherchent. C'est compliqué pour eux d'écrire aussi ce qu'ils attendent ou l'évaluer, quoi. Ok. Donc si j'essaie de résumer un petit peu tout ce que tu as dit, pour toi l'opportunité c'est de développer quand même une certaine expertise, d'être hyper curieux sur l'intégralité de ce qui se passe sur un projet. Pas que être mono-techno, hyper fort sur sa techno, bah, ça suffit pas. Le full stackisme nous touchera tous. Non, c'est vrai, concrètement, c'est le cas. Donc, tu vois, par exemple, sur un back-end, moi, cette année, j'ai rejeté des gens qui avaient 8-10 ans d'expérience sur Spring parce qu'ils n'ont jamais fait de déploiement cloud. Et en fait, ils vont me dire en entretien, en fait, il y avait tout le temps une autre équipe qui s'occupait de ça. Moi, j'ai déjà vu des recettes GitHub Action, mais je sais pas trop comment ça marche. En fait, not enough, tu vois. Et aujourd'hui, pour un poste de développeur back-end, il faut que tu sois capable de penser directement ton architecture dans le cloud. Si je te demande comment tu vas distribuer le travail et que tu m'expliques que tu vas utiliser les async await de JavaScript ou que tu vas utiliser le thread later sur Java, c'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens ils pensent tout de suite une architecture avec une message queue et des nouveaux serveurs et je sais pas si t'as un pod Kubernetes qui va consommer ton travail, etc. Mais et comment t'as la vision du truc? À minima. C'est ça, c'est arrivé à... Si t'es dev backend, tu conçois un système backend et tu dois être capable d'utiliser le cloud native complètement et de comprendre, je veux avoir un storage avec mes objets là-dedans, etc. C'est des compétences de base qui sont absolument indispensables aujourd'hui. Et l'excuse c'est quelqu'un d'autre dans ma boîte qui s'en occupait, ou ma boîte, elle était on-prem, elle est pas suffisante, quoi. Alors, on pourra en faire un épisode complet, mais quelle est la responsabilité de l'entreprise dans le fait que la personne n'ait pas conscience de tout ce qui se passe, tu vois? Mais tu vois, alors, dans la restauration, récemment, t'as les bistrots Régent, le patron, il est passé sur BFM avec la journaliste star là, qui interviewe tous les patrons. Et il dit, mon secret d'emploi à moi, c'est que les gens, je les recrute, ils sont pas bons en restauration, je les forme que à faire ce qu'il y a chez nous. Du coup, ils se font jamais débaucher, parce qu'au premier exercice, on leur demande de faire un œuf maillot, ils y arrivent pas. Et en fait, l'entreprise n'est pas responsable de ta carrière. L'entreprise, elle a besoin que tu sois bon dans tes missions, dans ton métier aujourd'hui. Et elle n'a pas intérêt à ce que tu progresses parce que tu vas négocier des meilleurs salaires, tu vas négocier d'avoir plus de responsabilités, etc. Donc l'entreprise n'a pas cette responsabilité de te faire progresser dans ta carrière, en tout cas. Je suis atterré par ce que tu es en train de dire. Non, mais en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de compétition entre les employeurs. Il y en avait avant, tu vois, la compétition entre les employeurs. On devait se battre pour avoir les bons profils, etc. Mais en fait, déjà, les entreprises ne sont pas capables
d'exprimer les compétences dont elles auront besoin demain. Tu vois, genre en 2021, on a tous fait le move to cloud en même temps parce que de toute façon, on est en télétravail. Donc, on va faire le move to cloud. Et en fait, on n'avait pas anticipé toutes les compétences en DevOps dont on aurait besoin pour aller sur le cloud, et les entreprises n'avaient pas du tout les compétences en interne. Mais tu vois, tu demandais au CTO, tu aurais besoin de quoi en 2020 tu vas avoir besoin de quoi comme compétences en 2020 bah, il n'avait pas d'idée en 2019 de comment 2020 allait se passer. 2021, c'est pareil. Donc, du coup, l'entreprise, déjà, elle n'a pas ça. Et en plus, elle a des gens sur l'extérieur du marché qui sont toujours disponibles, un marché candidat avec des gens disponibles à des prix accessibles. Donc, en fait, effectivement, tu es dans un poste aujourd'hui, dans une DSI de la région. Ta rémunération, elle est OK. Mais en fait, la personne qui va te remplacer, ou la personne qui va venir prendre un poste dans ton équipe, c'est une personne qui a utilisé GitHub Copilot et l'IA dans sa boîte d'avant. Même si toi, tu es dans une boîte où on se demande est-ce que c'est vraiment intelligent de l'utiliser ou pas, attention aux fuites de données. La personne qui arrivera dans ton poste, c'est quelqu'un qui l'aura déjà utilisé avant parce que lors des entretiens, ça va se voir et elle va être plus performante, etc. Et c'est une personne qui est allée voir sur les choses en dehors du scope. Alors que toi, aujourd'hui, on ne te donne pas les moyens d'aller voir en dehors du scope. Demain, on va dire bah ouais, mais en fait, on aimerait bien faire de l'IAC, du coup, on va recruter quelqu'un qui utilise Terraform. Ah bah ouais, mais moi en interne, du coup, j'ai pas eu le droit à des formations Terraform. Bah, peut-être que si, peut-être que oui, mais en tout cas, là, on a besoin de quelqu'un urgemment et on va aller le chercher à l'extérieur, tu vois. Jolie idée. Une petite carte IA, parce qu'on est obligé de faire un épisode où tu parles de l'IA, sinon ça marche pas. C'est une vraie opportunité de job aujourd'hui? C'est une vraie opportunité de job. En tout cas, vraiment, ça change la façon dont ton code, tu vois. Et puis, en fait, ça change le process, tu veux. De toute façon, le PO, il a utilisé ChatGPT pour écrire sa feature. Dans le ticket, toi tu l'as donné à Cursor qui a généré le code. D'accord. Pourquoi est-ce que le CTO il va aller relire le code? Tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Parce que c'est du partage de connaissances chez nous. C'est pas que de la qualité. Il y a plein de boîtes où maintenant ils vont faire du sprint refinement. Ils vont regarder avant de faire la feature, c'est quoi la bonne solution pour le faire. La code review, c'est trop tard. Oui, mais du coup, oui, mais ça évite de faire le avant-arrière en fait. Parce que la code review, souvent, t'es déjà passé une autre feature parce que t'as dû attendre un peu. Et il y a quelqu'un qui dit en fait, t'aurais pas dû faire ton travail comme ça. En fait, le fait d'utiliser l'IA nous oblige à revoir ce process-là autrement parce qu'en fait, la code review, probablement, c'est une IA qui va le faire. Le code, il a été généré par une IA et on va pas savoir l'expliquer. Et du coup, en fait, la ascension technique, il faut qu'on l'ait avant, dès le moment où on met les features dans le backlog. Je comprends ce que tu dis. Alors, c'était pas ma question initiale. J'ai bien compris. Ma réponse, c'est que l'IA a déjà changé les process de dev. L'IA a changé notre taf, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, est-ce que y a vraiment tant de travail en expert IA dans les entreprises? C'est plus ça ma question. En expert IA, non. En expert IA, non. Tu vois, je suis capable de créer mon propre modèle, de le customiser, de faire tout ça. Et c'est génial la démocratisation de ça. Avant, on avait besoin d'un data scientist. Maintenant, n'importe quel dev, il peut aller sur Hugging Face et prendre un modèle et le déployer. Mais est-ce que c'est vrai ça? Parce qu'il y a tellement peu de monde. Eh ben, c'est ça ma question. Il y a assez peu de monde qui sait faire ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup plus de jobs que de demandes, que d'offres en termes de compétences? L'IA, c'est une hybridation de compétences. Donc, il y a les outils pour être plus productif en tant que dev, mais le fait d'arriver à utiliser des modèles IA plus facilement. Tu vois, par exemple, nous, avant, sur un flux de job qui arrivait chez nous, on aurait utilisé un parseur de CSV, on aurait passé du temps à customiser le parseur XML, etc. Maintenant, on donne le document à une LLM et on lui dit on veut ça en sortie, et on veut un JSON LD en sortie qui a ce format-là. Et la LLM, elle y arrive, tu vois, 99% du temps. Donc toi, c'est juste une extension du full stackisme. Comme tu disais tout à l'heure, il y a la carte IA qui va se rajouter. Et les LLM, c'est incroyable comment c'est facile à utiliser pour un développeur, alors qu'avant, l'IA, fallait utiliser des algos, des modèles en production, il y avait un data scientist avec sa datasheet, etc. Il y a plein de boîtes, sûrement, où c'est encore le cas, tu vois, de boîtes qui se créent pour faire, je sais pas, de l'anonymisation de texte ou j'en sais rien. Et tu trouves plein de trucs autour de ça, quoi. Mais effectivement, encore une fois, c'est une compétence en plus et tout le monde ne va pas la développer, etc. Et ce qui est sûr, c'est que si tu te contentes de faire tes tickets Jira et de pisser du Java, bah effectivement, tu ne vas pas développer cette compétence-là qui est de comprendre comment utiliser une LLM et l'utiliser dans ton application, quoi, et proposer des features qui vont avec. Mais qu'est-ce que tu proposes aux gens pour se former tout seul? Parce que c'est ça que tu es en train de dire. L'entreprise n'est pas responsable de ta carrière. Et pourtant, si toi, tu veux être auto-responsable de ta carrière, tu dois te former à tout un tas de trucs que tu fais pas dans ton quotidien. Ouais. Donc, tu es en train de dire que tu dois taffer, et ce qui est un peu un gros mot, sur ton temps libre pour faire progresser ta propre carrière, pour t'assurer de trouver d'autres jobs plus tard. Je dis pas que tu dois taffer sur ton temps libre, mais je dis que ta prochaine promotion, elle va pas arriver dans un ticket Jira. Donc, ça sert à rien de se lever le matin et d'aller voir c'est quoi le ticket Jira. Il faut aller demander à la personne qui a fait le ticket Jira pourquoi il fallait faire ça.
Il faut aller demander aux gens à côté pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avec une LLM. Le job, là, il n'y a personne qui le fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'y intéresse. Il faut s'intéresser. Tu vois, si justement, tu vois, il y a toujours une autre équipe qui s'est occupée de faire les GitHub Actions pour toi, pour le déploiement, bah, va t'intéresser à pourquoi ils font le travail comme ça. Vas-y, essaie de dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça. Essaie de tenter quelque chose, tu vois. Le job, il est dans ta boîte. C'est juste vraiment, si tu restes cantonné à ta fiche de poste et à ton ticket Jira, bah, tu resteras dans ce ticket Jira-là. Et tu vois, je vois sur des postes Spring, tu vois des gens qui ont fait du Spring pendant 5 ans. Ils arrivent en entretien et sont disqualifiés parce qu'ils font pas la différence entre Spring Data et JPA. Tu peux faire du Java pendant 5 ans sans comprendre comment marchent les espaces de mémoire, sans comprendre comment marche la pile, le tas, sans comprendre que JPA, ça fait pas partie de Spring. Et en fait, ceux qui vont stoller dans leur carrière ou qui n'auront pas les promotions, c'est ceux qui seront contentés du peu, tu vois, ou de faire leur taf jour après jour. Je dis pas que tu dois travailler sur ton temps perso, faire des projets perso, mais dépasser la fiche de poste et s'intéresser aux jobs qui sont autour de toi et challenger les gens avec qui tu travailles pour essayer de comprendre pourquoi on t'a demandé de faire ça, c'est le minimum. Et ça a toujours été comme ça. Hein. L'IT a toujours été exigeant et a toujours favorisé ces gens-là qui se lèvent et qui vont parler avec d'autres gens au lieu de faire juste des girafes la journée. Ouais, mais enfin, l'IT a toujours favorisé ces gens-là, mais il y avait quand même de la place pour tout le monde, quoi. Et ben aujourd'hui, il n'y a plus de la place pour tout le monde, du coup, c'est ça qui s'en sort. Mais le marché est incroyable et excitant pour ces gens-là cette année. Merci pour cette petite touche de... Et puis, il n'y a pas de... Non, ce que je veux dire, c'est... Non, mais il est là, mon optimisme, si tu veux, c'est que notre métier... Ça fait 10 ans qu'on le fait tous les deux, toi, du coup, toi, un petit peu plus que 10, mais le métier, il a changé énormément, tu vois. L'arrivée de GCP et des outils cloud, ça a changé comment on fait nos applications Java. Et ça va encore changer. Et ça va encore changer, et ça changera encore. Et en fait, là, on est dans une phase où notre métier change profondément, et ça favorise encore plus les gens qui ont pris des risques, qui sont intéressés à des choses en dehors de leur fiche de poste, et qui sont déjà en train d'apprendre des technos pour la fiche de poste qu'ils auront demain, quoi. Ok. Bah écoute, je te propose que ça soit le mot de la fin. Voilà, amusez-vous bien. Amusez-vous bien, faites du dépassement de poste. Intéressez-vous à tout ce qui se passe autour de vous, mais ça, c'est... Damien a raison, je suis en phase. Dans tous les cas, c'est positif, quoi. Et puis, j'en ai parlé dans plein d'autres épisodes. Partagez aussi avec vos collègues, les gens qui font de la tech autour de vous. Il y a quand même un écosystème lillois qui demeure actif, qui vivote un peu trop en ce moment, je trouve, et c'est aussi ce qu'on essaye de développer avec ce podcast ou d'autres choses, ouais. Avec le DevLille et les conférences. Proposez, j'en parle encore, mais proposez un talk au tremplin si vous avez envie de parler, de partager vos connaissances et de creuser des sujets, parce que un talk à une conférence est toujours l'occasion de creuser un sujet. Voilà, faites tout ça pour faire profiter pour faire progresser votre carrière. Merci beaucoup, Damien. C'est cool. C'était super. À une prochaine fois, je mettrai... si ça vous plaît, si vous avez des potins aussi, si vous avez envie de discuter d'un sujet de l'actualité de l'emploi dans la région, parce qu'il s'est passé un truc, n'hésitez pas à m'en faire part et je serais ravi de faire une deuxième météo de l'emploi. Voilà. Envoyez les potins. Envoyez les potins. C'est parti. Salut. À bientôt.